Quoi eux? Je suis Chris Léo. Quoi eux? Alors aujourd'hui c'est le 15 août, donc c'est l'Assomption. C'est-à-dire, c'est dans la liturgie chrétienne, je ne sais pas si c'est la liturgie chrétienne en général, si c'est tous les cultes chrétiens qui célèbrent certainement pas tous. En tout cas, mais je ne sais pas si c'est que les catholiques, s'il y a plusieurs églises chrétiennes qui célèbrent. En tout cas, plus ou moins dans certaines liturgies chrétiennes, le 15 août, c'est l'Assomption, et l'Assomption, c'est l'ascension de la Vierge. Donc c'est une date où on célèbre l'ascension de la Vierge. Et alors, de même que pour le jeudi de l'Ascension, j'avais fait mon ascension, j'étais monté sur ce sommet-là, au-dessus du village de Carrosse, lieu dit historique dont la ville de Carrosse est un prolongement. La ville de Carrosse, la construction a commencé en 1971. Et moi, depuis ces 30 dernières années, je vivais dans le premier immeuble construit pour la ville de Carrosse en 1971. Et estampillé bâtiment 1, justement, puisque les immeubles ont été numérotés les premiers. Et du coup, ouais, et du coup, la ville de Carrosse, dont la construction a commencé en 1971, c'est une extension du village. Et le village, lui, date du Moyen-Âge. Voilà, et là, je suis sur le sommet, au-dessus du village. Ce sommet, on appelle ça les balcons de Carrosse. C'est un endroit qui est cher aux randonneurs. Pour ceux qui sont dans les environs, mais qui ne connaissent pas les balcons de Carrosse, il y a un équivalent beaucoup plus connu au-dessus d'un village voisin, le village de Saint-Janet. Et l'équivalent, c'est le fameux Baou de Saint-Janet. Voilà. Et beaucoup de gens dans les environs connaissent le Baou de Saint-Janet, mais ne connaissent pas les balcons de Carrosse, sommet un peu similaire, mais au-dessus du village de Carrosse. Et ceci dit, moi je fais les deux. Et j'ai tendance à faire les deux, c'est-à-dire que je pars de Carrosse à pied et je monte jusqu'au village. Je pars de la ville de Carrosse où j'habite à pied, je monte jusqu'au village, il y a une bonne distance. Bon, après, les grands marcheurs peut diront que c'est rien, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne le feraient pas. En tout cas, autour de moi, quand je parle à des grands marcheurs, ils me disent qu'ils le font, mais tant mieux, ils ont raison. Mais la plupart des gens à qui je le dis ne se sentiraient même pas de marcher de la ville jusqu'au village. Et une fois que tu es au village, beaucoup ne se sentiraient même pas de monter au balcon de Carrosse. Et ceux qui montent au balcon de Carrosse, la plupart, si tu leur dis que toi, quand tu les croises en route, si tu leur dis que toi tu viens de la ville à pied, là ils tombent sur le cul, la plupart. Il est arrivé que, exceptionnellement, je tombe sur des gens qui font comme moi, mais ça court pas les rues. Mais après, ce que je fais, c'est que des fois, je monte plus haut. Cette année, je me suis un peu fatigué ces derniers temps, j'ai voulu en faire trop. Bon, c'est une autre histoire, je raconterai ça une autre fois, tantôt, je raconterai ça tantôt. Et peut-être que j'ai laissé quelques petits indices de temps en temps dans des publications, mais je sais que j'en ai pas dit assez pour que tout le monde comprenne. Et toujours est-il que oui, mais l'année dernière, en tout cas, j'avais tendance à monter à pied jusque-là et à monter encore plus haut. Et par les montagnes, je rejoignais l'autre sommet dont je parlais tout à l'heure, le Baou de Saint-Janet. Là, quand tu dis ça aux gens, là, tu les scies encore plus parce qu'on est beaucoup plus rare à faire ça. D'ailleurs, on est tellement rare que c'est quasiment pas balisé parce qu'ils n'ont pas trop peur. Ils savent très bien que ça n'intéresse pas trop les gens. Et d'ailleurs, j'ai eu du mal à trouver comment y aller au Baou de Saint-Janet par les sommets, parce que voilà. Et du coup, d'ailleurs, j'ai mon disciple Danny Varrock qui m'avait rendu visite en juillet 2021. Et il était jamais, on se côtoyait à distance, mais il m'avait jamais rendu visite sur la Côte d'Azur et il avait voulu faire cette grande randonnée avec moi. Du coup, on est parti de chez moi à 5 h du matin. Moi, j'étais debout depuis 21 h.
Et parce que à cause de mes problèmes de santé, le temps que j'ai tendance à passer au WC à cause de certains problèmes de santé, il fallait que je me lève très tôt. Du coup, je m'étais couché assez tôt la veille, mais pas assez en réalité. J'ai pas réussi à dormir assez tôt, j'avais quasiment pas dormi. Et je me suis levé à 21 h, sachant que je passais beaucoup de temps au WC pour pouvoir partir assez tôt et partir à 5 h. Et en partant à pied, monter jusqu'ici avec ma mère et mon disciple Danny Varroc, et on a rejoint le bas de Saint-Janet, puis on a fait l'aller-retour à pied. On était de retour à 21 h, j'avais fait le tour de l'horloge. Et alors, donc mon ami Danny, qui est un bon marcheur, il m'a dit qu'il ne se rendait pas compte à quel point c'était dur, parce que lui-même il fait des kilomètres là où il habite, mais il m'a dit que là finalement la différence c'est qu'on n'a que du dénivelé, et que lui voilà forcément, lui forcément c'est pas autant de dénivelé, du coup c'est encore pire en fait, hein. Marcher en dénivelé c'est encore pire. Mais bon, moi j'adore ça, hein, voilà. Voilà donc, du coup... Oui, voilà, du coup j'étais monté là récemment pour le jeudi de l'Ascension, symboliquement, et du coup j'avais décidé de refaire le même rituel pour l'Ascension de la Vierge. Alors je tiens quand même à préciser au passage, d'une part, envers ceux qui ont une foi chrétienne correspondant à ces fêtes, que je n'ai aucune intention de me moquer d'eux, d'être moqueur avec ce petit rituel que je fais. Et bien qu'on pourrait comprendre, et je vais le préciser, que je ne me reconnais pas dans leur foi. Mais voilà, mais je les respecte, je ne me moque pas d'eux. Et en ce qui me concerne, c'est un rituel, c'est pas une question de foi. Voilà. Et c'est parce qu'on a ces fêtes dans le calendrier, et que j'ai mené un combat personnel contre mes problèmes de santé, et j'ai décidé de célébrer symboliquement, au-delà du fait que je fasse des randonnées à différents moments de l'année sans qu'il y ait de date spécifique, mais symboliquement de faire ce petit rituel, ou d'autres, parfois j'ai pas pu, j'ai fait autre chose, mais marquer quelque chose pour ces fêtes-là, parce qu'on les a dans le calendrier, et parce que pour moi c'est hautement symbolique, parce que j'ai eu... en octobre 2017 à peu près, j'ai commencé vraiment à avoir ma première victoire sur ma première grosse victoire sur mes problèmes de santé. Mais il restait beaucoup de progrès à faire, et ce qu'il y a, c'est que j'en ai encore beaucoup à faire. Mais cette première grosse victoire, j'ai décidé de la commémorer symboliquement. Et du coup, j'ai choisi des dates qui sont symboliques parce qu'elles sont dans notre calendrier. Et voilà, et du coup, après, voilà, il n'y a rien de moqueur pour les chrétiens, mais c'est pas non plus parce que je me reconnais dans cette foi. Ouais, symboliquement, ce dépassement de moi, je l'appelle mon ascension, parce que je veux aller encore plus loin. Et d'ailleurs, la notion d'ascension, on la retrouve aussi dans des œuvres de fiction, notamment dans Stargate, Stargate SG1, Stargate Atlantis aussi. J'aime beaucoup Stargate, hein. Alors, ça a commencé dans Stargate SG1, il y a Daniel Jackson qui fait son ascension à un moment. Voilà, t'as pas besoin d'être chrétien pour voir Stargate SG1, et en réalité il n'y a pas vraiment de référence chrétienne, hein. Le mot ascension n'est pas forcément intrinsèquement connecté avec le christianisme. Et après, les chrétiens peuvent s'y retrouver aussi, et tant mieux s'ils s'y retrouvent et que ça leur plaît, voilà. Et puis moi je suis un grand fan de Star Wars, c'est quand même la saga Star Wars se termine, le dernier épisode de la saga proprement dite, l'épisode 9 c'est l'ascension de Skywalker. Voilà, du coup la notion d'ascension, voilà, elle n'est pas forcément inséparable de la liturgie chrétienne. Voilà, du coup j'ai choisi ces dates. D'ailleurs, justement, bon fan de Star Wars, je suis aussi monté pour le 4 mai parce que c'est le Star Wars Day. Voilà, et pareil, ça fait partie, j'ai choisi de choisir cette date aussi parce que je fais ce dépassement de mes limites. Alors, sans rentrer trop dans les détails, je ne veux pas me considérer comme faible, je ne veux pas me considérer comme un malade, et je travaille plutôt à me dépasser mes limites. Mais après, des fois, je suis trop fatigué, voilà, je peux m'écouter un peu, mais je m'écoute pas tant que ça. Disons que déjà, dans les médias, on voit de temps en temps des gens qui ont ma maladie principale. Bon, j'ai
plusieurs maladies. Bon, il y en a une qui a beaucoup de symptômes et si on s'y connaît pas, on peut croire que c'est plusieurs maladies. Parce que les liens entre les symptômes, quand on ne s'y connaît pas, on peut se dire mais il n'y a pas de lien logique. Mais finalement, quand on creuse vraiment le sujet, les liens sont logiques. Et, mais en tout cas, ouais, ma maladie principale, celle qui est quand même la plus dure à vivre, elle n'est pas très connue, mais elle commence à être un peu de plus en plus médiatisée. Mais ce qu'on voit, c'est pas forcément glorieux en fait, parce qu'on voit des gens marcher avec un déambulateur et un respirateur en revendiquant que c'est cette maladie qui les met dans cet état-là. Et d'autres, il y en a beaucoup, hein, en fauteuil roulant comme ça, parce que c'est cette maladie-là qui les obligerait d'être en fauteuil roulant. Bon, sans vouloir être méchant envers ces personnes, hein, mais je tiens à mettre en avant que j'ai réellement cette maladie. D'ailleurs, ma mère l'a aussi, ma mère plus âgée, ça devrait être encore plus grave. Bon, oui, ceci dit, certains symptômes sont bien plus graves chez ma mère. Mais ma mère n'est jamais en fauteuil roulant. À la rigueur, si elle est vraiment fatiguée, elle reste un peu sur le fauteuil, elle dort, voilà. Mais après, dès qu'elle peut marcher, elle marche. Et voilà. Mais je vais rentrer plus tard peut-être dans le sujet. Mais je voudrais pas trop traîner parce que je veux que la vidéo soit postée le jour J. Et le fait, c'est que plus la vidéo est longue, plus le montage peut être long. Mais après, le chargement sur YouTube, c'est long aussi. Et c'est ça qui peut me compliquer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de développer sur la maladie. Mais voilà, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais ouvrir une parenthèse et voilà, je vais ouvrir une parenthèse et donc avec quelque chose de tourné au préalable pour gagner du temps que j'insérerai où je développe mieux au sujet de ma maladie. Et ouais, mais en tout cas, voilà, ce qu'il y a, c'est que quelles que soient les raisons qui mènent certains à choisir le fauteuil roulant et tout ça, je ne nie pas qu'ils sont de bonne foi quand ils pensent que c'est légitime, mais voilà, mais moi j'ai une autre philosophie de la vie, c'est voilà, c'est un côté battant. Et ma mère là aussi en fait. Et, mais paradoxalement, les gens auraient tendance à avoir plus de compassion si tu en rajoutes sur ta maladie. Et tandis que si au contraire t'en rajoutes pas, presque pour les gens t'es pas malade, et alors que oui tu as quand même des symptômes, c'est juste que tu ne veux pas te reposer comme ça sur des aides médicales que tu ne trouves pas légitimes, quand justement il faut juste, tu mènes ta vie normale, tu marches et tu fais tout ce que tu peux, et quand tu peux plus, tu te reposes. Mais si tu en peux plus d'être debout parce que tu as des douleurs aux muscles justement, tu t'assois, mais tu n'es pas obligé de pousser un fauteuil roulant pour t'asseoir quand tu en peux plus. Tu t'assois ailleurs sur un banc, tu t'assois sur un mur, voilà. Bon, voilà. Bon, je ne veux pas juger les gens, mais c'est juste que mon ressenti. Mais je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui ont ma maladie, et la maladie de ma mère, justement, et qui font ce choix, fauteuil roulant, voilà, sinon juste déambulateur et respirateur, voilà. Mais bon, et j'en connais, il y en a, là à Carros, il y en a. J'en connais quelques-uns, et je sais que c'est ça, ils m'ont dit que c'est leur maladie, en fait. Hein. Voilà. Mais autour de moi, les gens disent, ils sont plus malades que toi. Ils disent à ma mère, ils sont plus malades que toi aussi. Et voilà. En fait, et officiellement, c'est reconnu que c'est pas... oui, disons qu'officiellement, les médecins disent bien, les médecins spécialistes de la maladie. Voilà. Parce que je suis suivi par un médecin spécialiste de la maladie. Parce qu'il y a des gens qui sont suivis par leur généraliste. Je ne veux pas cracher sur les généralistes. Mais le généraliste, voilà, il a tendance à survoler un peu toutes les maladies qu'il peut avoir à traiter, tandis qu'il y a des médecins qui se spécialisent sur certaines maladies. Et il y a des gens qui ont cette maladie, mais qui ne voient qu'un généraliste. Et du coup, ça peut faire la différence. Et le généraliste peut peut-être parfois être naïf, justement, parce qu'il n'a pas creusé le sujet. Mais par contre, mon médecin spécialiste de cette maladie nous a bien dit, à ma mère et à moi, que non, il n'y a pas de raison, quand on a cette maladie, d'avoir un fauteuil roulant. Voilà. Oui, bon, toujours est-il, voilà, bon, moi, voilà, je veux me dépasser, je sais pas que je veux juger ceux qui font autrement, mais voilà, mais je tenais à le dire, voilà, et
Et ben du coup, ouais, je fais ce travail sur moi-même pour me dépasser. On peut qualifier d'ascension. Et puis, comme je suis fan de Star Wars, ben tiens, ben, je fais mon rituel. Je viens pour le jeudi de l'ascension. Là, je viens pour le 15 août pour l'ascension de la Vierge. Et j'étais venu précédemment pour faire ce rituel de monter sur ma montagne, faire mon ascension aussi. Donc, aussi pour le 4 mai, pour le Star Wars Day, parce qu'il y a une fête internationale pour Star Wars. Puis, j'ai d'autres dates comme ça, voilà. Voilà, donc pour gagner du temps pour le montage, je vais donc insérer entre parenthèses, ici, voilà, une séquence où je vais vraiment développer de quoi il s'agit au sujet de mes problèmes de santé. Voilà, donc j'ouvre la parenthèse. Voilà, donc je suis de retour pour ouvrir une parenthèse où je vais exposer dans les détails, mais en tâchant de quand même pas trop m'étendre, en allant quand même à l'essentiel, de quoi il s'agit en ce qui concerne mes problèmes de santé. Alors, tiens, vient à l'esprit, bah, au-delà de différents problèmes qui sont somatiques. Alors souvent les gens, quand tu dis somatique, souvent les gens ils disent somatique en pensant psychosomatique. En pensant, hein, si on veut bien m'excuser pour le barbarisme. Voilà, beaucoup de gens quand ils disent somatique, pour eux, ben, c'est comme quand il faudrait dire psychosomatique. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que somatique, c'est ce qui a rapport au corps, à l'organisme. Et ce qui est psychique, c'est ce qui se passe dans notre psyché. Et aussi, les gens ne font pas la différence entre ce qui est neuronal, ce qui relève des neurones et ce qui relève du psychique. Et je ne suis pas en train de dire que le psychique, que le psychisme et que la psyché c'est l'âme, hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Tu peux avoir envie de considérer que c'est l'âme et ça peut fonctionner, la théorie peut fonctionner. Et tu peux ne pas considérer que c'est l'âme et la théorie peut fonctionner aussi. Ce qu'il y a, c'est que voilà, on a un corps qui nous est donné à la naissance, qui est l'héritage de toute une lignée génétique. Le cerveau en fait partie, hein, et le cerveau, ben, de par sa nature, ben, il aura un schéma neuronal et des activités neuronales qui seront la conséquence de sa nature innée en fait. Hein. Mais après, ce qui se passe, c'est que selon ton vécu, selon ce que tu vis, des moments heureux, malheureux, certaines choses qui peuvent t'affecter, même si en t'affectant, en affectant ton humeur, en affectant tes émotions, ben, c'est le déroulement du schéma neuronal qui va se développer, mais que ça soit le déroulement du schéma neuronal qui va entraîner un psychisme qui se développe d'une manière, ou que le psychisme soit, pour ceux qui ont envie de considérer comme ça, l'âme qui serait siégée dans le cerveau, ben ça ne change pas grand-chose. Voilà, mais je ne suis pas en train de défendre l'une ou l'autre des thèses, c'est pas ça le problème. La question, c'est que le psychisme, c'est ce que tu développes dans ta vie par rapport à tes expériences, par rapport à tout ce que tu peux vivre. Même si on considère que voilà, le psychisme se développe déjà à la base par rapport à ton cerveau et son schéma neuronal de base, mais selon ton vécu, tu ne développeras pas les mêmes émotions, les mêmes tempéraments, et voilà, tout ça, c'est le psychisme. Et le psychisme peut parfois avoir des souffrances qui amènent, on peut parler de maladies psychiques. Et parfois, les maladies, il y a des maladies du cerveau même qui altèrent la personnalité, mais que tu as de naissance. Voilà. Et là, c'est pas le psychisme, là, il s'agit de maladies neuronales. Du coup, il y a une différence. Le psychisme, c'est la conséquence du vécu. Après, les deux peuvent interagir l'un dans l'autre, hein, malgré tout, même si le psychisme résulte du neuronal. Mais malgré tout, les deux peuvent. Voilà. Du coup, tu peux avoir une maladie psychique, mais parfois, la maladie psychique, elle a des conséquences somatiques, du coup, sur le reste de l'organisme. Et c'est là qu'on parle de somatisation. Et voilà. Et du coup,
la somatisation, c'est quand on rend somatique quelque chose qui à la base ne l'était pas. Donc quelque chose qui était psychique, qui devient somatique par le processus de la somatisation. Et là, il s'agit de troubles psychosomatiques. Mais beaucoup des gens disent souvent des troubles somatiques pour dire psychosomatiques. Ils se trompent sur le sens du mot somatique, la plupart des gens. Et voilà, du coup, tous les problèmes de santé que je voulais évoquer sont somatiques. Hein, mais comme c'est des maladies peu connues, les gens aiment bien dire que c'est psychosomatique, mais en se trompant de mots. Et ça, c'est un peu insultant. Puis de quel droit les gens vont juger tu vois des spécialistes pour être suivi médicalement, et c'est pas parce que des gens comme ça commencent à être un peu curieux sur ta vie et qui te posent des questions et que tu te mets à parler de ta maladie parce qu'ils ont voulu que tu en parles et qu'ils te jugent comme si tu avais commis un crime en fait. C'est ça qui est dingue. Du coup, quand tu as des problèmes de santé et que tu as une maladie peu connue, notamment une maladie orpheline ou plusieurs maladies orphelines, là si tu n'as vraiment pas de chance, et ben, tu as la double peine, la peine d'être malade et la peine d'être jugé parce que incompris par les autres et même parfois par les médecins, parce que je l'ai précisé, voilà, l'OMS reconnaît la maladie principale que j'ai, elle est reconnue par l'OMS, mais comme elle est répertoriée depuis pas assez longtemps, la sécurité sociale qui a un bon train de retard toujours, ben, elle n'a toujours pas reconnu. Mais du coup, tu as la double peine d'autant plus. Voilà, donc il s'agit de problèmes somatiques pour ce que je vais évoquer, mais il faut quand même que j'avoue que voilà, quelque part j'ai un schéma personnel, émotionnel atypique, et ceux qui ont bien fait attention, même certains de mon entourage sans que je le dise, certains qui ont des expériences là-dedans, l'ont compris, je suis dans le spectre autistique, je me situe dans le spectre autistique, mais après il y a, voilà, tu as l'autiste vraiment qui n'est pas fonctionnel, et puis tu as tout un spectre avec des niveaux de gravité. Gravité, je ne veux pas être péjoratif, d'autant que je suis concerné. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont vite à crier le scandale selon quoi. Et voilà. Mais après, certains m'ont connu à une époque où je communiquais beaucoup plus difficilement. Et on m'a dit que les progrès sont spectaculaires dans ma façon d'interagir avec les autres, d'être à l'aise en société. Et du coup, ça se voit peut-être plus tant que ça, je sais pas, peut-être que ça se voit, certains me disent que ça se voit encore, d'autres que ça se voit plus, alors je sais pas trop. Je sais pas si je peux vraiment être objectif là-dessus. Bon, après ça c'est une chose, mais je suis assez à l'aise avec ça, j'ai pas forcément aussi envie de trop combattre. Je reconnais que c'est en soi une maladie, mais ceci dit, je le vois comme un trait de ma personnalité avec lequel je suis à l'aise. J'ai envie d'être accepté comme ça. Mais après, voilà, c'est les autres problèmes vraiment somatiques qui sont trop difficiles à vivre. Du coup, voilà, bon, notamment, tiens, je vais commencer par ce qui me vient à l'esprit, une grave maladie des yeux qui m'a entraîné des trous dans le globe oculaire, des trous dans le fond de l'œil, qu'il a fallu cautériser au laser, parce que si tu les cautérises pas, les trous ils grossissaient et après tu perdais la vue, parce que mais quand tu les cautérises, ça n'empêche pas que d'autres puissent apparaître parce que tu as des yeux fragiles en raison d'un terrain génétique mauvais. Et puis j'ai eu des décollements de rétine, des déchirures dans la macula, des saignements dans le globe oculaire, et je suis passé plusieurs fois sur le billard. Voilà. Et après, voilà, quand tu passes sur le billard pour ce genre de choses, on n'empêche pas que ça revienne, on intervient pour pas que tu perdes l'œil à chaque fois. Voilà. Du coup, a priori, voilà, j'ai un très mauvais terrain et voilà. Il y avait un gros risque de finir aveugle, mais je ne suis pas une personne négative qui va dire je vais finir aveugle. Je vois des gens qui disent ça des fois, et donc tu peux avoir le terrain génétique, mais ça ne veut pas dire que tu vas finir aveugle. Tu dois être surveillé, tu dois vite interagir, tu dois vite réagir. Si tu vois que tout il y a une gêne particulière, il faut vite aller voir le chirurgien, c'est tout. Hein. Et une fois il m'a dit mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Il m'a vu après l'opération, il m'a dit moi j'avais fini ma journée, vous êtes arrivé. Il m'a opéré en derrière, il a fait fini sa journée. Non mais franchement je lui dois beaucoup. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est ce qui me fait le plus flipper. Donc là, ça c'est
c'est une maladie spécifique, voilà, c'est vraiment une maladie à part. Parce que j'ai dit qu'il y a plusieurs symptômes qui sont une seule maladie, ça c'est bien neutre. Bon là c'est beaucoup moins grave, c'est juste que c'est un peu dérangeant dans la vie quotidienne, c'est une rhinite chronique. La rhinite chronique, ben, tu as l'impression que c'est un rhume. Tu as comme un rhume tout le temps, toute l'année, ça faisait depuis ma petite enfance, partout où j'allais, j'étais obligé d'avoir une grosse provision de mouchoirs en papier, et parce que je me mouchais de façon très répétée et je ne pouvais pas faire autrement. Et bon, certains, pareil, tu me disaient, ah, t'es sûr qu'il n'est pas somatique? Et encore une fois, ils voulaient dire psychosomatique. Mais ma mère, qui m'a vu, avec qui j'ai grandi, elle voyait bien. Parce que des fois, je mangeais avec elle, elle me disait, mais mouche-toi, je sens que tu luttes et que t'es pas bien. Et je dis, oui, je lutte, mais parce que j'en ai marre de moucher. Je restais difficilement plus de 10 minutes sans me moucher. Mais rapidement, le nez était encombré, je supportais mal. Et voilà, du coup, comme j'étais en lutte en permanence. Puis, voilà, et j'ai aussi le syndrome de Raynaud, j'avais les doigts qui devenaient blancs très fréquemment. Voilà, donc voilà, ça fait 3 maladies différentes. Voilà, et après, d'autres choses, c'est que j'avais des céphalées. Alors souvent, les gens emploient le mot migraine, mais les migraines, si j'ai bien compris, c'est surtout là, ça peut aller dans les yeux, sur les côtés. Et moi, c'était tout le casque qui faisait des pressions comme ça. Et c'est-à-dire que le mot céphalée inclut aussi bien les migraines que les douleurs à la tête autres que les migraines. Puisqu'apparemment, quand c'est tout le casque, ce n'est pas des migraines, on peut dire le mot céphalée. Et en plus, les migraines, à ce que j'ai lu, c'est toujours décrit. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que j'ai des migraines tout le temps. Moi, mes céphalées, je les avais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, ça c'est... Et voilà, et j'avais aussi les douleurs musculaires généralisées tout le temps de la tête aux pieds. Oui, d'ailleurs, je dis j'avais parce que je ne sais plus si je l'ai dit avant la parenthèse, mais depuis mes méditations, ça va mieux. J'ai tendance à avoir tout fait partir ou beaucoup de choses. Mais là, ceci dit, aujourd'hui, j'ai mal au dos. Voilà, mais ça faisait longtemps que j'avais plus mal au dos. Ouais, mais bon, voilà, je vais méditer, ça va partir. Et voilà, donc les céphalées, les douleurs musculaires. Ah oui, ouais, ouais. Voilà, j'ai un problème qui s'est aggravé, puisque je me sentais de plus en plus fatigué. J'étais au lycée, je me sentais de plus en plus fatigué, à l'approche du bac, de plus en plus fatigué. Quand tu dis ça, malheureusement, tu es paresseux. Et puis finalement, après, j'ai appris qu'il existait une maladie qui s'appelle le syndrome de la fatigue chronique. Malheureusement, si tu dis aux gens qu'il y a le syndrome de la fatigue chronique, rien que le nom de la maladie, ça y est, on te met l'étiquette du mot paresseux. Moi, j'ai été une personne qui avait beaucoup d'ambition, je voulais réussir en tant qu'artiste, et je veux toujours, et je vais y arriver. Mais du coup, d'avoir ce problème de fatigue, de somnolence et même d'endormissement subite, c'était pas facile. Ah oui, justement. Et le gros problème, c'est tout ce problème intestinal qui faisait que je passais tellement de temps sur les WC, notamment des journées entières. Hein, pendant longtemps, ça a été des journées entières. Et bien, justement, le syndrome qui affecte les intestins, qui faisait que je passais autant de temps sur les WC, couplé avec ce syndrome de fatigue chronique, ben, faisait que je m'endormais sur les WC, que je tombais des WC. Voilà. Et puis il y avait des douleurs musculaires. Et je crois pas avoir oublié quelque chose. C'est toujours finalement, bah, tu vis avec, tu finis par oublier. Puis là, en fait, depuis mes méditations, j'ai fait diminuer vraiment les symptômes, voire partie certains. Du coup, je les oublie aussi. Tant mieux. Hein. Et là, c'est parce que je veux vraiment commémorer mes victoires. Voilà. Oui, en fait, oui, c'est vrai, je disais que voilà, oui. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, voilà, j'ai bien évoqué les yeux, la rhinite chronique, le syndrome de Raynaud, ça c'est bien 3 maladies à part. Mais après, les céphalées chroniques, les douleurs musculaires chroniques généralisées, le syndrome de la fatigue chronique, ça c'est la même maladie. Et là où ça peut étonner, c'est que le problème intestinal, c'est également la même maladie. Ah oui, et il y a un syndrome de l'oreille interne, maladie de l'oreille interne, mais en fait il s'avère que c'est la même maladie aussi. Et en fait, comment ça s'explique? C'est parce que c'est en fait, du moins c'est une des théories, hein, parce qu'après il y a des théories qui vont dans l'autre sens, moi j'adhère à celle-là. C'est qu'en fait la maladie, elle est neuronale. Et là justement je dis neuronale, pas psychique. C'est-à-dire que tu nais avec le schéma en fait. Hein. Et
d'ailleurs, j'ai appris par la force des choses qu'il y a des personnes de ma famille que je ne côtoie pas vraiment, qui ne le savent pas elles-mêmes, mais j'ai appris qu'elles ont les mêmes symptômes que moi. Et du coup, voilà. Et ma mère, elle les a aussi. Bon, ma mère et moi, on se côtoie, du coup, certains s'influencent, mais voilà, certaines personnes que je ne côtoie pas ont les mêmes symptômes. Donc, à mon avis, la même maladie. Et je suis sûr, mais bon, pour être objectif, je vais dire à mon avis. Et voilà, du coup, ben, le truc, c'est que voilà, c'est une maladie en réalité qui serait neuronale. Et du coup, par exemple, il faut savoir une chose, c'est que le cerveau, beaucoup de gens croient que c'est que l'intellect. Déjà, c'est pas que l'intellect. Certains croient que c'est que, par exemple, tes humeurs ou quoi, si tu es dépressif. Non, non, non. Le cerveau, c'est ton super ordinateur, c'est une unité centrale qui gère tout ton corps. Et si selon la blessure que par exemple, si tu as une blessure au cerveau, ben, tu peux être paralysé des jambes parce que le cerveau commande tout. Si selon la zone du cerveau qui est blessée, ben, tes jambes peuvent être impeccables et tu peux ne plus marcher, par exemple. Hein. Et par exemple, selon la blessure que tu as au cerveau, ben, tu peux être aveugle tout en ayant des yeux impeccables parce que y a certaines zones du cerveau qui gèrent l'information envoyée par les yeux. Et c'est pareil pour la douleur. Tu sens des douleurs quand il faut les sentir parce que c'est un signal d'alarme, hein, pour pas que tu fasses n'importe quoi, parce que le cerveau décide que tu les sens. Mais justement, c'est l'une des pistes que le cerveau, ben, il est déréglé de naissance. Hein, voilà, c'est une maladie qu'on hérite. Et du coup, il fait que tu sentes la douleur en permanence alors qu'il n'y a pas de raison. Du coup, et ça s'appelle syndrome polyalgique idiopathique diffus. Et ce syndrome de fatigue chronique, ben, pareil, c'est ce dérèglement du cerveau, c'est connecté. Et en fait, pareil, les intestins, on peut croire que, ben en fait non, c'est pas les intestins en fait, c'est pareil. C'est pareil, c'est le dysfonctionnement neuronal qui entraîne ce problème aux intestins aussi, et qui entraîne aussi les fameuses céphalées. Voilà, et moi, quand j'ai su que j'avais ce problème neuronal, quand j'ai su que les douleurs musculaires, ça venait de là, ben, j'ai de suite, très vite en tout cas, considéré que ce qui était probable, plutôt que d'avoir autant de maladies, je savais qu'il y en avait déjà plusieurs, mais quand même un peu moins, je me suis dit, voilà, du coup, que tous les symptômes que je trouvais logiques qui pouvaient être connectés, j'ai théorisé et j'ai pensé qu'ils pouvaient être voilà, le résultat de ce dérèglement neuronal, de ce dysfonctionnement neuronal. Et en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est l'avis de beaucoup d'experts, et notamment c'est l'avis de l'OMS. Hein, j'ai vu des publications. Voilà. Et d'ailleurs, ma mère, pour sa maladie, elle a participé à des protocoles de recherche, et j'avais lu les papiers qu'on lui a fait signer. Ben, il était expliqué la même thèse que je développe aujourd'hui et que j'avais développée avant de voir ces papiers au passage. Hein. Voilà, voilà. Voilà, du coup, voilà, d'où la connexion en fait. Hein, voilà. Du coup, en fait, il y a donc le syndrome de Raynaud, la maladie des yeux, la rhinite chronique, et après le syndrome polyalgique idiopathique diffus qui a des conséquences sur les céphalées, la fatigue et les intestins. Voilà. Et l'oreille interne, mais en réalité, si on fait le test de l'oreille interne, il n'y a rien. C'est le cerveau qui a un problème en fait, c'est vraiment le neuronal. Ah oui, voilà, et aussi, oui, c'est aussi une chose que je voulais évoquer, je ne sais plus si je l'ai dit précédemment avant la parenthèse, c'est que oui, il y a des gens qui, parce qu'ils ont ce syndrome polyalgique idiopathique diffus, choisissent de marcher avec un déambulateur et un respirateur, peut-être à cause aussi de la fatigue. Voilà, je ne le fais pas et j'estime que ce n'est pas légitime. Je ne veux pas les culpabiliser, ils doivent penser, ils doivent considérer que c'est légitime. Je ne considère pas qu'ils veulent tromper le monde, mais à mon avis, ils se trompent eux-mêmes. Et alors, il y a ceux qui sont carrément dans un fauteuil roulant aussi, et ils ne sont pas paralysés. Hein. Cette maladie ne paralyse pas, elle crée des douleurs musculaires. Ben, d'ailleurs, j'ai mal aux jambes. Et ouais, elle crée des douleurs musculaires, cette maladie. Et après, on pourra dire, la personne qui a passé des mois, voire des années dans son fauteuil roulant, pourra dire qu'elle ne peut plus marcher. Mais je crois qu'elle ne peut plus marcher. Je crois. Parce que moi, quand je passais des journées entières à chier, assis sur les WC, sans pouvoir me lever des WC, ben à la fin de la journée, quand je me levais des WC, je tenais plus debout, parce que les muscles, ils n'avaient pas été sollicités ils avaient été restés trop longtemps sans être sollicités. Du coup, oui, ces personnes-là finissent par ne plus pouvoir marcher, mais parce qu'elles ont commis l'erreur de décider qu'en raison de leur douleur musculaire, il fallait rester assis. Non, en réalité, il faut continuer à marcher quand tu as des douleurs musculaires, au-delà de mes techniques de méditation, avec des techniques plus
pragmatique, il faut continuer à marcher, peut-être pas autant que moi, voilà, parce que voilà, j'en fais beaucoup, mais peut-être pas face à mes méditations, c'est ce que j'ose essayer de considérer, mais simplement continuer à marcher, quand tu es fatigué, tu t'assois sur un banc, tu t'assois, ouais, et tu t'assois même par terre si tu veux, mais tu vas pas pousser un fauteuil roulant pour t'asseoir comme le font certains. Enfin, moi, c'est mon avis, je trouve ça, je suis contre les idées, voilà. Et voilà, c'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui passent dans les médias, qui ont ma maladie, et voilà, qui sont en fauteuil roulant. En réalité, ils ne sont pas paralysés. Ils ont des douleurs musculaires et ils estiment que le mieux, c'est de rester assis. En fait, oui, si tu ne sollicites pas les muscles quand tu as des douleurs musculaires, tu auras encore plus de douleurs. Comme je l'ai dit, quand je passais par le passé des journées entières à chier, assis sur les WC, ben, quand je me levais, ben, c'était très très dur. Alors que maintenant que je passe beaucoup moins de temps sur les WC et que j'en profite pour beaucoup marcher, ben, ça va beaucoup mieux pour les douleurs. Alors si déjà tu chies beaucoup et qu'en plus quand tu chies pas, tu es sur un fauteuil roulant, ben, c'est dur. Bon, après les symptômes, ils ne sont pas forcément dosés pareil pour tout le monde. Bon, personne n'est paralysé, hein, mais ce qu'il y a, c'est que certains chient moins. Voilà. Par exemple, certains ont les douleurs musculaires plus intenses, certains c'est plutôt les céphalées, certains c'est plutôt le syndrome de la fatigue chronique, mais on a tous un peu tous les trucs, mais voilà, ça peut être dosé différemment, parce que quelque part il y a un schéma, certainement il y a un schéma héréditaire, mais après, même quand on a ce schéma héréditaire, on n'est pas des clones. Et notamment ma mère et moi, on a un génome proche parce que mère et fils, mais on n'est pas des clones. Du coup, d'où des différences de symptômes qui ne sont pas forcément scrupuleusement identiques. Ce n'est pas scrupuleusement le bon dosage. Le même dosage. Voilà, bon, je vais arrêter cette parenthèse. En plus, là, j'ai des crampes, j'ai vraiment envie de me bluffer. Voilà, et du coup, je vais fermer cette parenthèse et on va reprendre le cours de... Voilà, j'ai tourné ça finalement à la fin pour ajouter. Enfin, c'est plutôt de chercher quelque chose de déjà pour... à la fin de ce qu'on va voir par la suite pour la suite. Voilà, du coup, je vais fermer la parenthèse et on va reprendre je vais reprendre le cours de mon propos. Cours à eux. À tout de suite. Voilà, donc maintenant, je ferme la parenthèse. Alors, oui, donc, voilà, du coup, au sujet de mes problèmes de santé, maintenant que, a priori, on devrait avoir vu dans la parenthèse de quoi il s'agit. Voilà, donc, ouais, il s'est passé que, ben, en fait, je suis, je suis, si on veut bien m'excuser pour le barbarisme, surtout un artiste, voilà, oui, c'est vrai, je tiens quand même à préciser que j'avoue arrêter quand même d'avance ceux qui vont crier au charlatanisme. C'est vrai que ça m'a surpris quand c'est arrivé au départ, parce que je partage mes expériences, mes témoignages, je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à la métaphysique, oui, parce qu'il va être question de métaphysique, mais voilà, je respecte qu'on puisse ne pas adhérer à des convictions métaphysiques, mais voilà, par exemple, quelqu'un qui a des croyances religieuses qui relèvent, qui a une foi religieuse qui font adhérer à des convictions métaphysiques, s'il a vraiment cette foi, s'il croit vraiment, même s'il partage cette foi, mais s'il la partage et qu'il y croit vraiment, ben, c'est pas du charlatanisme, même s'il est dans l'erreur, même si ce qu'il croit est faux, tu n'es pas un charlatan si tu y crois vraiment. Si tu partages quelque chose sincèrement en y croyant vraiment, tu n'es pas un charlatan. Même si tu écris des livres et que tu les vends, tu peux écrire des livres sur toutes sortes de sujets, ben oui, ben, on peut ne pas adhérer à ce que tu écris, mais si tu écris des livres et que tu es convaincu de ce que tu partages, si tu n'as pas l'intention de tromper les gens et d'abuser des gens, ben, tu n'es pas un charlatan. Voilà, ben là c'est au sujet des gens qui ont la foi. Alors moi, en ce qui me concerne,
sans vouloir être insultant envers ceux qui ont la foi, ce n'est pas de la foi. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, à la base, bon, si on veut bien m'excuser pour le barbarisme, je suis surtout un artiste. J'avais à la base surtout des ambitions artistiques, principalement faire carrière dans la bande dessinée. Quand ma santé s'est déglinguée, enfin, depuis l'enfance j'avais des problèmes, mais l'année de terminale, et que j'ai commencé à passer, notamment à cause de ce symptôme bien particulier, j'ai commencé à passer de plus en plus de temps au WC, et que ça m'a rendu très difficile de passer les épreuves du bac. Et quand je me suis retrouvé à passer des journées entières au WC dans les décennies qui ont suivi, ben, il était très malaisé pour moi de travailler sur mes bandes dessinées. Alors beaucoup de gens m'ont dit mets-toi à la table à dessin au WC. Franchement, non, moi j'ai pas envie de travailler comme ça. Ben, j'avais pas du tout envie. Et quand je rentrais dans cette pièce, je voulais en sortir le plus vite possible. Malheureusement, ben, pendant 10 ans, j'y ai vraiment passé des journées entières, de 4h du matin à 19h en général. Et les 20 ans qui ont suivi, c'était moins de temps, mais c'est parce que j'utilisais des méthodes mécaniques, médicales, mais que je ne vais pas décrire. On peut voir des vidéos humoristiques sur ma chaîne YouTube, en réalité c'est du défouloir de quelque chose qui m'a vraiment fait chier. Et mais au moins j'ai le mérite d'en rire, hein, parce que certains sont choqués par l'humour, mais quand tu en as chié comme ça, si tu arrives à en rire, ben c'est plutôt glorieux. Hein. Enfin, c'est mon avis. Hein. Voilà, plutôt que d'en pleurnicher, ben, moi j'ai choisi d'en rire. Mais ceci dit, ça a failli me pousser à bout à plusieurs reprises. Hein. Mais bon, toujours est-il que j'allais pas travailler sur mes bandes dessinées. Ben, j'allais pas non plus lire des livres, parce que j'aime pas lire des livres au WC. En fait, je rentrais dans cette pièce dans le but de sortir le plus vite possible. Et j'y rentrais pas par plaisir, j'étais obligé, hein, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est comment dire, des troubles obsessionnels compulsifs. Et que tu te mets dans la tête, voilà, que tu as besoin de chier, mais non, ça me faisait pas plaisir de chier, j'ai d'autres ambitions dans la vie. D'ailleurs, oui, ma mère a les mêmes problèmes. Hein. Il semblerait que d'autres personnes, pas forcément des personnes que je côtoie, notamment j'ai appris que j'ai un cousin aux États-Unis que j'avais déjà rencontré, mais très peu. Hein. Voilà, très peu. En fait, je ne le connais pas en fait en réalité. Hein. Mais en fait, j'ai appris assez récemment qu'il a les mêmes symptômes que moi. Alors, on ne se côtoie pas, il ne le sait pas lui-même, hein. A priori, il ne devrait pas le savoir. Il ne parle pas français, et puis on ne se côtoie pas des masses dans la famille est un peu éclatée, sans forcément qu'il y ait de grief. Hein, voilà. Et voilà, du coup, voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, mais apparemment, voilà, c'est quelque chose d'héréditaire. Et puis en plus, la maladie est reconnue. Hein. Ouais, bon, je devrais avoir expliqué ça normalement dans la parenthèse. Voilà. Ouais, elle est reconnue par l'OMS, pas par la sécurité sociale, mais la sécurité sociale a toujours un train de retard quand les maladies sont répertoriées depuis peu. La sécurité sociale, elle va mettre longtemps à mettre à jour voilà, c'est son administratif, alors que voilà, l'OMS, pour elle, ça fait longtemps que l'OMS, je crois que ça fait 20 ou 30 ans que l'OMS reconnaît cette maladie, mais la sécurité sociale, toujours pas. Alors, ouais, c'est compliqué, hein, pour les malades en France. Hein. Alors, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil de mon discours. Oui, ma santé s'est déglinguée comme ça, ouais, du coup. Du coup, donc après, donc j'allais pas, pour moi, j'avais pas envie de lire au WC. Pour moi, c'est un truc que j'aime pas faire. Je rentrais dans la pièce dans le but d'en sortir le plus vite possible. Et bon, malheureusement, j'ai eu vraiment les 30 dernières années de ma vie, j'ai passé vraiment quasiment des journées entières. Vraiment, il y a eu 10 ans, les 10 premières années après le bac, c'était des journées entières. Et les 20 années suivantes, c'est juste parce qu'il y avait des aides mécaniques voilà, parce qu'il n'y avait pas vraiment de progrès médical en fait. Et des aides mécaniques que je décrirai pas, mais si on se balade sur ma chaîne et qu'on voit un humour un peu crade, ben, en réalité c'est ça. C'était du défouloir. Et voilà, ben, du coup, ouais, ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'allais pas lire au WC, pour moi, j'avais pas envie. Je n'allais pas non plus travailler sur mes bandes dessinées en m'installant au WC, je n'avais pas envie. Je ne voulais pas non plus écrire, hein, même si j'avais des ambitions en tant que philosophe, parce que je me suis découvert cet intérêt pour la philosophie en terminale. Et j'avais en réalité déjà des propensions à la philosophie, même s'il y avait des erreurs dans ma façon d'organiser ma pensée, hein, si on veut bien m'excuser pour le barbarisme. Et
Mais quand j'ai commencé à savoir ce que c'était la philosophie, j'ai vraiment travaillé mon raisonnement de manière bien plus méthodique et je suis parti dans une quête. Et je voulais écrire un livre d'emblée, hein, mais tout en vouloir continuer ma carrière d'auteur de BD en parallèle. Mais quand je me suis retrouvé au WC, ben, je n'allais faire rien de tout ça parce que je voulais vite sortir des WC et je ne voulais pas y passer, je voulais pas me concentrer sur autre chose quand j'y étais. Mais c'était plus fort que moi maintenant que je m'étais découvert cette passion pour la philosophie. Quand je me suis mis à passer des journées entières sur les WC, j'ai pas pu m'empêcher de cogiter. Et du coup, voilà, j'ai développé des raisonnements qui se sont imposés, qui se sont enchaînés. Et puis après, quand je sortais des WC, je me suis mis à griffonner un peu de partout, parfois sur des feuilles de mots croisés. Il faudra un peu que je recoupe tout ça. Du coup, oui, j'ai publié aucun livre de philosophie. Alors justement, des fois, je suis face à des gens qui ont des préjugés. Notamment, on me dit, si tu n'as pas publié de livre de philosophie, ben, tu ne peux pas être un philosophe. Bon, c'est un préjugé, et d'ailleurs, c'est justement l'une des bases en philosophie, c'est ne pas avoir de préjugés. Alors quand on te dit ça, alors moi j'ai développé une gymnastique propre à la philosophie. Qu'on soit d'accord avec mes conclusions ou non, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, j'ai une gymnastique propre à la philosophie. Et il y a un autre préjugé qu'on me dit aussi, le fait que je n'ai quasiment pas lu les grands philosophes de l'histoire, je ne peux pas être un philosophe. En fait, c'est bien de les avoir lus, je ne suis pas contre le fait de les avoir lus, mais j'en ai quasiment pas lu. C'est par la force des choses aussi, hein. Quand je me suis retrouvé au WC, j'avais pas envie de lire. Quand j'ai passé tant de temps au WC, quand j'ai commencé à pouvoir en sortir, j'ai voulu me remettre essentiellement à la bande dessinée. Et puis, comme j'ai énormément théorisé par la force des choses, sans vraiment vouloir travailler, parce que mon esprit il n'allait pas rester à vide, hein, et j'avais développé cette quête et elle s'est développée toute seule. Mais du coup, oui, j'ai développé des théories sans avoir lu des masses en philosophie, et ces théories ont continué à se développer. Maintenant, je me mets à les écrire, maintenant que je peux, et elles continuent à les développer. Et puis maintenant, je me suis mis la discipline que je suis à quasiment 30 ans de philosophie, et que je me mettrai vraiment à m'intéresser aux autres philosophes. J'en ai lu un peu à l'occasion, des fois ça s'impose, mais je voudrais carrément m'en empêcher, mais des fois j'y arrive pas malgré tout. Mais ma discipline, on peut trouver qu'elle est ridicule, mais c'est un choix personnel. Mais c'est maintenant de finir, de boucler ces 30 ans de philosophie, vraiment quasiment en autosuffisance intellectuelle, quasiment, hein, c'est pas total, hein, et après d'aller vraiment m'intéresser aux travaux des autres philosophes. Mais de toute manière aussi, c'est un préjugé de dire que ma philosophie ne vaut rien, ma doctrine ne vaut rien parce que je n'ai pas lu les autres philosophes, quasiment pas. Parce que, si tu es vraiment dans une discipline philosophique, tu dois d'abord lire ce que j'écris avant de juger la valeur de ce que j'écris. Voilà, du coup, si tu as déjà des préjugés avant, justement, tu es dans une attitude anti-philosophique. Alors oui, au sujet, je voulais développer sur le charlatanisme, voilà, celui qui a la foi, voilà, mais on ne va pas dire qu'il est un charlatan s'il a réellement la foi, quand bien même ses croyances seraient erronées. Et pareil, moi j'ai développé donc des théories, je ne savais pas que j'allais développer ces théories, c'est vrai que je vais un peu dans tous les sens. Ouais, c'est ça qui s'est imposé, c'est que pendant que j'ai cogité, je ne savais pas vers quoi j'ai commencé à développer des raisonnements, je commençais à un moment, j'allais vers des thèses un peu plus pragmatiques, et puis après j'ai commencé à développer ma théorie du tout, qui n'était pas autant métaphysique au départ, même si elle était un peu, et puis finalement, voilà, c'est ça. C'est que j'ai développé ma théorie du tout, qui est hautement métaphysique, et qui est limite fantastique, voire mystique, et bon, mais je ne savais pas, mais de plus en plus. Mais j'ai pas planifié vers quoi j'allais aller. Alors certains vont crier au charlatanisme parce qu'ils sont allergiques à ce genre de vision du monde. Ils ont le droit de ne pas aimer ce genre de vision du monde, mais ce qu'il y a, c'est que moi j'y adhère sincèrement. Du coup, je ne peux pas être un charlatan parce que j'y adhère sincèrement. Et même si je pourrais vendre des livres qui en parlent, bon, j'en ai pas encore vendu, mais je le ferai. J'ai mis quelques textes dans mes BD parce que j'aime bien mélanger les genres. Après, j'ai des plateformes participatives en tant qu'artiste que je partage des fois. Mais là aussi, on crie au charlatanisme. Il y a des tas d'artistes comme moi, parce que beaucoup d'artistes ne vendent pas assez de livres papier pour s'en sortir, notamment ceux qui vendent des livres, hein, parce que c'est pareil pour les musiciens. Et du coup, maintenant, il y a une sorte de tendance à se mettre sur des plateformes participatives quand les gens aiment vraiment l'artiste, enfin, c'est quand ils peuvent, hein, s'ils ont vraiment envie,
Ils peuvent donner un peu, ils ont des compensations, ils ont accès à des choses avant tout le monde, ou en exclusivité même, et sur ces plateformes, et c'est ce que je fais. Et bon, je mets des créations artistiques, mais je mets aussi certains de mes textes de philosophie. Et comme mes textes philosophiques traitent de mes thèses métaphysiques, ben voilà, je suis qualifié de charlatan par certains, ce qui est aberrant. Parce que, voilà, si je n'étais pas sincère dans mes convictions, et que je voudrais tromper les gens, ça serait du charlatanisme. Mais puisque je suis sincère, même si je me tromperais moi-même, tu as le droit de penser que je me trompe, mais dans la mesure où moi je suis convaincu de ne pas me tromper, j'ai peut-être tort d'être convaincu, mais objectivement je suis obligé de reconnaître d'admettre l'éventualité que je puisse me tromper. Mais en tout cas, moi je suis sincère, du coup je ne peux pas être un charlatan. Et si je partage des créations artistiques, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas partager des textes de philosophie. Et après, c'est libre aux gens de me soutenir financièrement ou non. Si j'achèterais mes livres de philosophie en librairie, ce serait pareil que participer pour lire les textes au fur et à mesure sur la fameuse plateforme participative. Oui, c'est Tipeee où je mets vraiment des choses si tu vois le lien que tu as envie, mais tu n'es pas obligé. Ne m'accuse pas de charlatanisme, si ça ne te parle pas, tu as le droit de ne pas apprécier. Et aussi, au-delà de ça, cette expérience que je partage est aussi ma performance en tant qu'artiste. Parce que le fait de faire cette ascension symboliquement, voilà, c'est aussi une performance en tant qu'artiste. Parce que voilà, je ne vais pas expliquer les détails, tu peux chercher si tu veux savoir de quoi il s'agit. Parce que c'est vrai que cette vidéo risque d'être trop longue sinon. Voilà, il y a une discipline artistique qu'on appelle les performances. Et c'est un peu ça que je fais voilà, aussi. Par rapport à mes réflexions philosophiques, de faire cette ascension pour symboliser mon ascension, cela relève de la performance artistique. Et du coup, voilà, l'artiste qui partage ses performances, voilà, il n'y a rien de charlatan, il n'y a pas du tout de charlatanisme là-dedans. Tu peux ne pas apprécier sa performance, mais c'est sincère. Voilà donc voilà, pour en revenir aux faits, voilà du coup voilà donc je fais cette ascension là à certaines dates symboliques pour symboliser donc ma première victoire dans ce que j'appelle mon processus ascensionnel, et je commémore cette première victoire à des dates symboliques en faisant mon ascension, parce que je veux poursuivre et aller plus loin, et du coup ce aller plus loin je le qualifie d'ascension. Et alors qu'est-ce qui s'est passé en fait voilà, du coup j'ai ouvert, a priori il me semble, si j'ai eu le courage pour le montage, une parenthèse en ajoutant une séquence pour insérer de quoi il s'agit comme problème de santé, pour pas trop m'éterniser ici dans le tournage, pour pouvoir, voilà. Voilà. Et bon, par contre, oui, pareil, donc là aussi je dois ouvrir une parenthèse, si je pourrais insérer quelque chose, ce sera mieux. Voilà, donc toujours est-il qu'il s'est passé qu'à un moment, après en avoir chié pendant plus de 30 ans, et oui, parce qu'en réalité c'est même avant la gravation, au moment de la ligne en terminale. Et oui, en fait, oui, c'est ça qui s'est passé, c'est que oui, par la force des choses, je suis arrivé à cogiter sur les WC, alors que j'avais d'autres ambitions quand même, mais voilà, j'avais pas rien fait sur faire, même si je voulais pas vraiment travailler sur les WC, ni mes BD, ni mes écrits, ni lire ou quoi, mon esprit il a travaillé, puisque j'étais déjà parti dans une quête, hein, et mon esprit il n'allait pas rester dans le vide, et du coup j'ai cogité. Et au bout d'un moment, voilà, j'en suis arrivé à développer ma théorie du tout. Ma théorie du tout, je vais faire simple, hein. Ma théorie du tout, c'est qu'en fait, on pourrait dire, résumer comme ça, si tout est relatif dans l'existence, c'est possible uniquement parce que le tout est absolu. Si le tout n'est pas absolu, la maxime, tout est relatif, ne peut pas être absolument vrai. Du coup, il faut que le tout soit absolu et qu'il soit la vérité, pour que la maxime, tout est relatif, soit absolument vrai. Et du coup, on en arrive au fait que tout est relatif dans l'existence, qui participe de l'être, qui est la vérité, qui est le tout, qui est absolu, qui est l'absolu. Et du coup, donc, cet absolu en tant que tel, il est nécessairement
immuable et autosuffisant. Donc, il est nécessairement, en tant que tel, conscience absolue, qui pense tout, qui pense le tout. Donc, cause de tout et cause de soi. Et du coup, voilà, et du coup, ouais, au bout du compte, l'absolu, nécessairement, il est l'être, à lui tout seul. Quand je dis l'être, les gens souvent ils pensent l'être, une personne. Non, l'être, ça ne veut pas dire une personne, voilà. C'est le concept d'être. Si je dis personne, je dis personne. Si je dis être, je dis être, hein, voilà. Et donc, voilà, l'absolu, il est l'être. Et il est la seule chose à être. En tout cas, il est la seule réalité, puisqu'en tant qu'absolu, il est immuable et autosuffisant. Et du coup, et en tant que tel, il est nécessairement conscient, mais sa conscience en tant qu'absolu, elle pense tout. Donc, il est l'être, la conscience absolue est l'être, et elle pense l'existence. Du coup, nous sommes dans l'existence, l'absolu, c'est l'être. Et nous ne sommes pas dans l'être. C'est pour ça quand je dis je suis, pour moi c'est un barbarisme. Je ne suis pas. Voilà. Je ne suis pas, car pour être, il faudrait se situer dans une totale stabilité, de façon à ce qu'il soit possible de définir ce que l'on est. Et en fait, il en ressort que l'on a de cesse de changer, tout change en nous. Les pensées qui se développent dans nos psychés, elles changent perpétuellement. Aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qu'hier et encore qu'avant-hier. Le corps y change. Quand bien même on ne vieillirait pas, les cellules meurent et sont remplacées par des nouvelles. Et qui seraient des copies conformes si la photocopie fonctionnerait de façon optimale. Et du coup, tout change perpétuellement. Nous, rien ne reste immuable. Et du coup, on ne peut pas être défini en tant qu'être, on ne peut pas dire je suis dans la mesure où on a de cesse de changer. Et par contre, je dirais j'existe. Et par contre, l'absolu est nécessairement immuable, donc lui, il est l'être. Et en tant que voilà, et en tant qu'absolu, il est nécessairement conscient. Et cette conscience absolue, elle est l'être et elle pense l'existence. L'existence, c'est notre niveau d'existence, et l'existence est à l'intérieur de la conscience absolue qui est l'être. Et on n'a pas d'autre, voilà, on n'a pas d'autre en réalité raison d'être, raison d'exister, que d'amener la conscience absolue à être vraiment absolue en pensant tout. Et voilà, mais du coup, l'existence, je la qualifie d'illusion du réel. C'est là que la théorie prend tout son sens. Et voilà, l'existence, je la qualifie d'illusion du réel. Et la seule véritable réalité, c'est l'absolu. Et l'absolu en tant qu'absolu, forcément, il est en réalité, il n'y a pas de temps en fait, hein, il est immuable. C'est comme s'il était dans un instant éternel. Et dans cet instant éternel, il pense toute l'histoire, mais comme si c'était instantané en fait. Mais à notre niveau, il y a le déroulement de l'histoire. Au niveau de l'absolu, tout est déjà compris du début jusqu'à la fin, du commencement jusqu'à l'aboutissement. Et du coup, voilà, à notre niveau, voilà, bon, on voit les choses différemment. Mais du coup, ma théorie m'amène à prendre conscience. Bon, si on admet que je ne me trompe pas, que nous sommes dans l'illusion du réel. D'ailleurs, première grande étape dans mon cheminement, j'étais arrivé à l'illusion du réel. À peu près vers 2003, j'ai été à l'illusion du réel. Peut-être un peu à l'avant, mais je ne suis pas sûr. Mais 2003, j'y étais. Il faudrait que je revoie les écrits, les notes que j'ai faites à l'époque. Et 2003, j'y étais. Mais à l'époque, pendant longtemps, j'étais dans l'illusion du réel, même après ça. Mais il n'y avait pas trop... je n'en tirais pas quelque chose de personnel dans ma façon de vivre. Et du coup, mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, ma thèse de l'illusion du réel m'a amené à à considérer que lorsque je rêve, dans mon expérience, lors du sommeil paradoxal, lorsque je rêve, donc, si je prends conscience que je rêve,
donc dans mon expérience onirique, je peux prendre le contrôle de cette dernière par ce qu'on appelle l'expérience de rêve lucide. Ça, c'est avéré. Et du coup, je suis arrivé à la considération que, par conséquent, puisque là, je suis dans un autre niveau de rêve, je devrais pouvoir, simplement en devenant conscient de... Après, c'est une conscience relative. Hein. Voilà. Oui, parce que j'ai dit que la conscience absolue, voilà, est conscience. Et certains vont dire, tu mets l'absolu au même niveau que nous, et ouais, tu l'humanises, tout ça. Non, je ne l'humanise pas du tout. Hein. Et d'ailleurs, en ce qui concerne, voilà, en ce qui concerne nous, j'emploie le mot conscient, mais en réalité, nous, c'est une illusion, notre conscience. La seule véritable conscience, c'est la conscience absolue, qu'on pourrait même appeler la conscience avec un grand C. Et voilà, mais bon, un temps soit, autant qu'on pourra se considérer conscient, en tout cas, voilà, on pourra donc on pourra dire qu'on prend conscience que l'on est dans l'illusion du réel, et de même qu'en prenant conscience qu'on rêve lors du sommeil paradoxal, on peut faire l'expérience de rêve lucide et contrôler son expérience onirique. Ben là, en prenant conscience qu'on rêve dans ce niveau de rêve supérieur, ben, selon cette même logique, on doit aussi pouvoir faire l'expérience de rêve lucide et contrôler son rêve dans l'illusion du réel, fût-ce un rêve partagé entre tout un chacun. Voilà, donc quand je suis arrivé à cette considération, ben, mon premier travail a été de m'endormir en travaillant à me concentrer, à tout simplement décider que j'allais faire l'expérience de rêve lucide dans le sommeil paradoxal. Et en m'endormant avec cette idée, je me mettais aussi l'idée de me réveiller en continuant l'expérience de rêve lucide. Et ben, c'est comme ça que progressivement, ben, j'ai tout simplement décidé de faire partir mes problèmes de santé. Alors honnêtement, ils ne sont pas partis. En tout cas, pas tous. Et ils sont pas partis, pas tous. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mes problèmes de santé, voilà, le problème intestinal, je l'ai toujours, mais il est beaucoup moins grave. Alors quelqu'un qui se retrouve à passer une journée avec moi, il va trouver que c'est horrible, que j'en chie beaucoup, parce que je chie beaucoup plus, je passe beaucoup plus de temps au WC qu'une personne ordinaire. Et ça choque hein, quand on passe pour la première fois une journée avec moi. Mais ce qu'il y a, c'est que ceux qui m'ont connu à un moment, qui ont passé des journées avec moi par le passé, ben, ils auront pu trouver que c'était bien pire autrement antérieurement. Notamment ma mère se rend compte que c'était bien pire en fait. Hein. Parce que c'est la personne avec laquelle je passe le plus souvent des journées entières et voilà, et quand même c'est beaucoup plus gérable. Ce n'est pas optimal, mais c'est beaucoup plus gérable. Et après il y a le syndrome polyalgique, le fait que ma maladie, ce symptôme qui fait que j'ai des douleurs musculaires généralisées, ben, en gros c'est totalement parti. Bah, il arrive que ça revienne. Bon d'ailleurs là j'ai mal au dos. Voilà, mais je trouve ça gérable. Voilà, mais c'est beaucoup plus rare en fait, et voilà, c'est beaucoup plus rare. Et du coup, ouais, et oui, puis il y a les céphalées, voilà, parce que les céphalées, c'est-à-dire, je sais pas si je l'ai expliqué avant, voilà, du coup, quand tu parles de migraine, c'est plutôt ça va dans les yeux aussi éventuellement. Les céphalées, ça inclut les migraines, mais ça inclut d'autres douleurs qui peuvent être à la tête, et notamment des douleurs qui peuvent être tout le casque. Et moi, c'est ce que j'avais. Et en plus, quand on parle de migraine, il paraît que les migraines, c'est que des crises. C'est-à-dire que tu peux pas, c'est quand tu as des douleurs qui ne partent jamais, il paraît qu'on ne peut pas appeler ça des migraines. Alors moi, il se trouve que c'était des douleurs qui ne partaient jamais. Aussi bien les douleurs musculaires que j'avais dans le corps entier, c'était toute la journée en permanence, éveillé et endormi. Et les fameuses céphalées, c'était des pressions comme ça qui s'arrêtaient jamais. Et ça, voilà. Et bah, du coup, bah, ça aussi c'est totalement parti. Et même pas de crise de temps en temps. Bon, ceci dit, là, les douleurs vaginales, voilà. Mais j'ai peut-être un paracétamol périmé à utiliser avant 2017 qui reste dans mon sac à dos. En cas, je vais le prendre.
Voilà. Du coup, voilà, du coup, il y a ça. Voilà, c'est parti. Ou du moins, c'est bien allégé. Le problème intestinal, voilà. Bon. Ouais, je vais pas forcément faire la liste. Et ouais, du coup, ouais, mais la première grosse victoire, ce que j'ai considéré comme la première grosse victoire, c'était ma rhinite chronique. Là, par contre, c'est un symptôme lié, qui était une maladie à part. Hein. J'ai peut-être expliqué précédemment, on verra, je sais pas trop comment, que les connexions entre les autres symptômes qui sont réellement connectés, même si ça paraît saugrenu, mais qui découlent vraiment d'une même maladie, peut-être une maladie de système selon certaines théories. Et donc tout l'organisme qui aurait certains problèmes et du coup d'où les conséquences multiples. Mais par contre la rhinite chronique, là par contre ça serait une autre maladie, moi il me semble en tout cas. Et la rhinite chronique, disons que dès que quelqu'un passait une journée avec moi pour la première fois, il croyait que j'étais enrhumé parce que c'est l'illusion que ça donnait en fait, dans l'illusion du réel. En fait depuis l'enfance, depuis même tout petit, hein, j'allais dans mon cartable, il y avait plein de mouchoirs en papier parce que je ne pouvais pas rester une journée sans me moucher une très grande quantité de fois et en plus de façon très bruyante. Et d'ailleurs ça a fait rire beaucoup de monde, hein. Même quand j'étais en dédicace dans des festivals en tant qu'auteur de BD, les autres auteurs de BD ils étaient morts de rire, hein. Il y a un auteur de BD qui m'a surnommé le saxophoniste fou. Et ça tombe bien, mon père jouait du trombone. Ouais, je sais que j'ai déjà fait ce gag, mais c'est ce qu'on appelle le comique de répétition. Voilà, bon, toujours est-il que ouais, ma rhinite chronique, c'est ça que j'ai considéré comme ma première grosse victoire. Et oui, je crois que c'est la première grosse victoire, mais tout d'un coup, je me mets à réfléchir si je me trompe pas. Et bon, parce que voilà, ma rhinite chronique, elle est vraiment partie à peu près octobre 2017. Octobre 2017. Un poil avant j'ai commencé peut-être, mais octobre 2017 en plus j'ai eu mon dernier rhume et en plus ça se voyait même pas que j'étais enrhumé, alors qu'avant j'avais l'air d'être enrhumé en permanence et si je chopais un rhume je me mouchais tellement énormément sans être enrhumé à cause de la rhinite chronique. Si je chopais un rhume, c'était un rhume puissance 10 ou je ne sais quoi, mais j'étais scié, hein. Si je chopais un rhume c'était pire qu'un rhume pour une personne lambda. Et mais là, alors que j'étais déjà dans le processus, j'ai chopé mon dernier rhume en octobre 2017 et ça se voyait même pas que j'étais enrhumé. Et puis voilà, du coup, après c'est en 2018 que j'ai dû commencer le rituel. Je me suis dit, je fais mon ascension, je vais aller plus loin, pas simplement vaincre mes problèmes de santé, mais même voilà, je veux faire vraiment littéralement mon ascension. Et là, je pars vraiment dans une quête mystique. Et l'air de rien, quand j'étais adolescent, à 16 ans, j'avais commencé à partir dans un processus méditatif, mais là, à l'époque, ça relevait de la foi. Après, je l'ai perdu, ma foi, en découvrant la philosophie. Mais quelque part, je suis revenu à quelque chose d'un peu similaire, mais par le raisonnement. Et en fait, j'avais décidé de méditer pour vivre éternellement en jouissant d'une jeunesse éternelle. Et à l'époque, j'avais écrit une chanson intitulée L'an 2100. Quand j'aurai 127 ans, à 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 l'an 2100. Bon, je fais un petit extrait, je ne vais pas la faire en entier. Voilà, du coup, j'ai chanté cette chanson tel un mantra depuis l'époque, et même quand forcément je n'y adhérais plus vraiment, voilà. Mais après, finalement, je suis revenu quelque part à la conviction, on est dans l'illusion du réel, je peux faire l'expérience de rêve aussi, je peux non seulement dépasser mes problèmes de santé, mais je peux aussi décider de maintenir mon corps éternellement jeune et réellement vivre éternellement. Et voilà, et j'ai tout un plan pour même continuer à vivre, quand il n'y aura plus de vie possible sur Terre, et juste en me créant, je développerai ça plus tard, voilà, dans une autre vidéo un jour, je l'ai parfois teasé, en me créant un espace que j'appelle la bulle d'éternité. Ouais, parce que a priori, si tu deviens lucide de ton rêve, tu peux faire ce que tu veux dans ton rêve. Voilà, du coup, c'est pour ça que je parle de faire mon ascension. Alors j'ai encore du travail pour dépasser mes problèmes de santé, mais la rhinite chronique ayant été totalement vaincue, en fait, oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que les crises de mouchage qui étaient à longueur de journée, ceux qui me côtoyaient de près l'ont tous vu. Et voilà, mais du coup, quand ils m'ont revu, il
y en a qui se sont exclamés, mais qu'est-ce qui se passe, Chris Léo, tu te bouges plus? Et j'ai dit, mais non, je suis en harmonie avec le tout. Et même ma mère, je lui avais pas dit, ma mère, elle aurait pas cru, hein, si je parlais de, elle aurait rejeté hein, le côté mystique dans lequel je suis parti, hein, parce que voilà, elle serait plutôt pragmatique. Mais ma mère, elle avait mal aux oreilles chaque fois que je me mouchais parce qu'elle a les oreilles sensibles. Elle me demandait de me moucher loin d'elle et dans son 2 pièces, elle m'entendait même loin d'elle. Et du coup, mais comme je passe fréquemment des journées entières avec elle, d'ailleurs on a même fait les fameuses randonnées, et pendant toutes les randonnées, parti à 5 h du matin, rentré à 21 h, je ne me suis pas mouché une seule fois. Elle voit bien que je ne peux pas tricher, que je pourrais... Elle s'en rend compte, et du coup là, elle est obligée de reconnaître le miracle. Là, elle est obligée, et elle s'en est rendue compte d'elle-même, parce que je n'en ai pas parlé. En fait, j'ai voulu que mes proches s'en rendent compte d'eux-mêmes. C'est ce qui s'est passé. C'était tellement envahissant mon problème de rhinite chronique qu'on ne pouvait que s'en rendre compte si on me côtoyait de près. Ah voilà, du coup, puisque je veux faire mon ascension, je veux aller plus loin, vaincre totalement tous mes problèmes de santé comme j'ai vaincu ma rhinite chronique, mais aussi aller plus loin, voilà, vraiment devenir le surhomme. Voilà. Et du coup, pour symboliser mon ascension, du coup, et symboliser, j'ai décidé de la symboliser avec des dates, donc des dates que j'ai arrêtées, donc le jeudi de l'ascension, puis le 15 août où je fais mon rituel. Et ben, le 15 août, c'est aussi, par la force des choses, mon anniversaire, et je ne l'ai même pas fait exprès, parce qu'en fait, c'est le 15 août 1993 que j'ai signé pour la première fois une planche de BD sous le pseudonyme de Chris Léo. Et en plus, à un moment, j'ai voulu trouver la date d'anniversaire de Chris Léo, et je savais quelle planche de BD j'avais signé Chris Léo, mais je ne me rappelais plus de la date. Et je me suis dit, tiens, je vais la chercher, je regarde la date au dos, parce que j'écrivais les dates au dos à l'époque. Et là, j'ai vu 15 août 1993. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je suis né le 15 août 1993. Et les 20 ans qui ont précédé, c'était la gestation. Et du coup, j'ai décidé de fêter mon anniversaire le 15 août 1993. Mais j'étais pas encore parti dans ma quête ascensionnelle quand j'ai découvert ça. Et je savais même pas que c'était l'ascension. Et quand j'ai découvert que c'était l'ascension et qu'en plus je suis parti dans cette quête, ben, les deux dates, par la force des choses ou par la force du tout, ben, elles se sont couplées. Et du coup, donc, voilà, du coup j'ai décidé de me moucher alors que j'ai perdu totalement la nécessité de me moucher. Je ne suis même plus en lutte alors qu'avant ma mère, elle le voyait, des fois j'en avais marre de me moucher, elle me disait mais tu respires mal, mouche-toi, mais j'ai dit mais j'en ai marre de me moucher. Et là elle voit bien, je ne suis jamais en gêne. Et du coup, mais je provoque la chose, le symptôme, symboliquement, pour symboliser cette victoire. Donc le jeudi de l'ascension, je viens ici, je fais un discours comme ça, et à la fin je me mouche. Ben, le 15 août c'est pareil, je fais le discours pour expliquer, et à la fin je me mouche. Mais une fois, hein, c'est pas la fête de la musique. J'appelle ça mes étapes ascensionnelles. Voilà, c'est des jours que je consacre à ce rituel où je me mouche symboliquement, pas parce que j'en ai le droit, mais parce que c'est mon devoir. Parce que pour Chris Léo, les dates d'étapes ascensionnelles, se moucher n'est plus un droit, se moucher est un devoir. Voilà, donc je monte ici pour me moucher pour le jeudi de l'Ascension, je reviens pour me moucher le 15 août pour l'Ascension de la Vierge, et puisque c'est aussi mon anniversaire, je célèbre aussi mon anniversaire, d'autant que je médite pour vivre éternellement en jouissant d'une jeunesse éternelle, que ça fait partie de mon ascension. Du coup, je reviendrai ici le 18 novembre pour mon anniversaire. Voilà, puisque je suis né le 18 novembre 1973. Et bon, après je me mouche le 22 novembre parce que ben, c'est proche, mais c'est parce que c'est le Christ roi et j'ai réalisé que la connexion Chris Léo, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça veut presque dire Christ roi. Du coup, je me mouche pour le Christ roi. Alors après, je me mouche pour Noël, mais parce que c'est symboliquement la date de naissance du Christ. Qu'il existait ou non, hein, ça n'a pas d'importance, c'est un signe symbolique. On peut considérer que mon travail, j'éveille le Christ en moi. Quelque part, le Christ, ben, c'est quelque part, on peut considérer que c'est un individu qui a atteint un niveau d'éveillé. Et bien, je crois que Christ, ça veut dire ça. Et Bouddha aussi. Mais on n'a pas forcément de date en rapport avec Bouddha dans le calendrier. Alors pourquoi pas me moucher pour le Christ roi et pour Noël, pour éveiller le Christ en moi. Et après, je me mouche pour le nouvel an grégorien, donc le 1er janvier. Ouais, je trouve que c'est bien de commencer l'année comme ça. Après, je me mouche le 11 janvier parce que 1-11, j'adore ça. Puis, je me mouche le 12 février
Mais parce que c'est le nouvel an du calendrier aztèque et en fait j'ai une grande passion pour les calendriers. Elle a commencé par ma découverte du calendrier aztèque en 1988. Et je fête le nouvel an aztèque depuis le 12 février 1989. Je fais le réveillon. Je peux même téléphoner à des amis quand c'est le nouvel an pour leur souhaiter bonne année à minuit. Et ouais, d'ailleurs, ma mère, à un moment, elle avait eu un copain, bien après avoir séparé avec mon père, et il était à distance et il lui a téléphoné à minuit le 12 février pour lui souhaiter la bonne année. C'était assez drôle. Et donc, ah oui, après le 17 février, je me mouche le 17 février, c'est rapproché, mais c'est important pour moi parce que c'est pour une idole, Alejandro Jodorowsky, pour son anniversaire. Alejandro Jodorowsky, il est dans une quête un peu mystique. C'est notamment un scénariste de bande dessinée que j'aime beaucoup. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, je crois que je m'éternise un peu. Mais bon, en tout cas, voilà. Et du coup, et il est aussi dans une quête mystique. Et à un moment, je sais pas où il en est, mais il avait communiqué qu'il voulait méditer pour vivre 300 ans. Du coup, j'ai décidé de l'aider dans mes méditations. Du coup, je me mouche pour son anniversaire le 17 février. Et bon, après, certains diraient qu'il n'a pas besoin de moi, il est assez grand pour arriver à méditer, mais je pense pas qu'il ait de raison de refuser mon aide. Comme moi, je refuserai pas l'aide de d'autres personnes qui veulent méditer pour moi. Et bon, et à nous deux, on va y arriver. Voilà, pour moi, il va battre le record de longévité mondiale. Première étape. Voilà. Et du coup, arriver à l'anniversaire de Jodorowsky, après tout ça, c'est pas mal en fait. Et, bah, et après, après le 4 mai, voilà, pour le Star Wars Day. Et après, le jeudi de l'Ascension. Voilà. C'est mes étapes ascensionnelles dans le calendrier. C'est les jours de l'année où je me mouche. Voilà, donc c'est mes fameuses étapes ascensionnelles où je fais mon rituel, je viens me moucher, quand je peux je viens le faire ici, en faisant un discours face à la caméra pour expliquer le principe, même si je fais des... Donc je réitère la chose. Et ah oui, et du coup, comme c'est aussi par la force des choses mon anniversaire, et j'aime bien déballer mes cas. Je suis assez célèbre pour les vidéos d'anniversaire où je célèbre à ma façon les anniversaires de mes amis et de différentes personnes qui m'ont sollicité. Voilà, bon, on peut se balader sur ma chaîne, je vais éviter de trop me disperser à raconter. Et bah, du coup, je me suis dit au bout d'un moment que c'était de bonne guerre que je célèbre aussi mon anniversaire. Alors, puisque d'une certaine manière, d'un certain point de vue, puisque, comme le dirait Obi-Wan Kenobi dans Star Wars épisode 6, le retour du Jedi, la vérité est souvent une question de point de vue. Mais d'un certain point de vue, aujourd'hui c'est mon anniversaire, du coup, voilà, pour ce 15 août, du coup, ben, j'ai décidé de déballer mon cadeau d'anniversaire. Alors, cadeau d'anniversaire, en fait, tout simplement, de temps en temps, je fais des commandes et pour me faire plaisir, pas forcément pour mon anniversaire, et j'ai tendance à tarder à les ouvrir. Et là, carrément, ces chapitres, c'est rare que je commande un chapitre, je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai commandé parce que ça doit faire longtemps. J'ai retrouvé ce colis chez moi et je me suis dit, bah tiens, pour déballer un cadeau d'anniversaire, ça tombe bien, j'ai oublié ce qu'il y a dedans. Comme ça dort depuis longtemps chez moi. Voilà, et j'ai pris mes beaux ciseaux orange, puisque l'orange, c'est ma couleur préférée, hein. Comme tous les bons christianistes doivent le savoir. Voilà, pour déballer mon cadeau d'anniversaire. Oui, j'ai réalisé là, il n'y a pas longtemps, qu'il y a une autre victoire que j'ai eue, c'est le syndrome de Raynaud, hein. C'est aussi une autre maladie, mais bon, j'en ai pas 36 hein, de maladies. Il y a une maladie qui a beaucoup de symptômes et après j'ai d'autres maladies. La rhinite chronique, le syndrome de Raynaud, les problèmes oculaires que j'ai pu évoquer. C'est dur en fait. Et après il y a une maladie qui a beaucoup de symptômes, même si les connexions semblent se voir. Voilà. Et ouais, bah, du coup, le syndrome de Raynaud, il est totalement parti aussi. Bon, là, il n'y a pas trop de raison, il fait chaud, mais et même dans le froid. Et au passage, je suis devenu assez ascétique, hein, parce que déjà, je marche beaucoup et je fais des distances que beaucoup de gens ne feraient pas. Et
pour ceux qui savent, qui situent un peu, je vais souvent à Nice à pied, je fais l'aller-retour à pied entre Carrosse et Nice. Et genre je vais m'acheter des BD, ben, j'y vais à pied. Ou alors je vais pour chanter pour l'anniversaire d'un ami à Nice, ben, je vais chanter, j'y vais à pied et je reviens à pied. Voilà, pour que ça soit vraiment tout dans le rituel. Et donc, j'aime bien les pierres, des fois je regarde les formes qu'elles ont. Ouais, ce que je voulais ajouter aussi, c'est... voilà, donc la notion de lucidité, pour simplement faire les choses, je voudrais pas aussi qu'on me reproche aussi de mettre des gens en danger, tout ça, c'est mon expérience. Et voilà, une amie m'a dit, si tu sautes par la fenêtre d'un gratte-ciel, c'est pas pour ça, t'as beau croire que tu vas t'envoler, tu vas pas t'envoler. Mais j'ai jamais dit que si tu crois que tu vas t'envoler, tu vas t'envoler. Ben justement, si tu crois, ben ça marche pas, parce que le problème c'est qu'il s'agit d'une question de lucidité, et honnêtement je vais pas le faire parce que je sais que je suis pas assez lucide. et en réalité, si tu es, oui, parce que si tu sais que tu es dans l'illusion du réel, que tu en es assez lucide, mais si tu veux te le prouver en sautant dans le vide, ben c'est là, si tu as déjà besoin de te le prouver, c'est que tu n'es pas assez lucide. Et du coup, en fait, si tu es assez lucide, tu pourras te mettre debout et décoller du sol. Voilà, c'est tout simple. Du coup, si quelqu'un ose dire que je vais mettre des gens en danger, ben en fait, la personne, si elle arrive à être assez lucide, elle va décoller du sol. Voilà, elle va pas sauter dans le vide. Mais si elle a besoin de sauter dans le vide, c'est que, pour se le prouver, c'est qu'elle n'est pas assez lucide. Et voilà, après on va dire que je suis fou, mais de dire qu'on peut décoller du sol, mais si vraiment tu es dans l'illusion du réel et que tu peux faire l'expérience de rêve lucide, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. D'ailleurs, j'ai expliqué ça à mon disciple Wilfried et il me disait, mais c'est plus que ça, tu peux tout faire. Et j'ai dit, non, mais c'est exactement ce que je pense, si on peut bien m'excuser pour le barbarisme. Il me dit, non, c'est encore plus, tu peux même voler. Je dis, mais oui, mais c'est ce que je pense. Voilà. Et en fait, non, voilà, à l'heure actuelle, je n'arrive pas à voler. Et d'où ça vient en fait aussi, ben justement, j'essaie de cultiver ma lucidité. Alors beaucoup de gens croient qu'il faut chercher toujours, des gens qui vont dans des quêtes mystiques croient qu'il faut chercher des formules, des trucs, tout ça. Et en réalité, il y a une seule vérité. Tu as compris que dans l'illusion du réel, tu dois travailler ta lucidité. Et travailler ta lucidité, c'est juste ne pas oublier que tu es dans l'illusion du réel. Et il ne faut pas y croire, il faut le savoir. Si tu y crois, ben voilà, tu n'es pas dans la vérité. Et le savoir, ben, c'est comprendre où j'ai fait le raisonnement qui me prouve que je suis dans l'illusion du réel. Le raisonnement m'amène à un savoir et non pas à une croyance. Et tu n'as pas fait le raisonnement, mais tu lis mon raisonnement, tu écoutes mon raisonnement, tu comprends mon raisonnement, tu atteins le savoir. Et mais après ce savoir, ben en fait il faut... ben le problème c'est que c'est ça, le fait c'est que tu as beau savoir, après dès que tu es en interaction avec les autres, dès que tu vis dans l'illusion du réel et que tu dois faire des choses dans notre société, fût-elle l'illusion du réel, ben, quelque part cette société, malgré sa nature illusoire, elle va s'imposer religieusement comme réelle, comme plus réelle que l'absolu. Et la raison te montre que la seule réalité c'est l'absolu, mais comme tu interagis avec des illusions, ces illusions vont te convaincre qu'elles sont plus réelles que l'absolu. Et ben, du coup c'est pour ça que je me rappelle le raisonnement quotidiennement, pas pour faire du bourrage de crâne, mais pour échapper à l'endoctrinement religieux que m'impose la vie avec tout un chacun, la vie dans mon environnement, qui est une illusion, et c'est une illusion qui veut me convaincre qu'elle n'en est pas une. Et du coup, j'ai la preuve que c'est une illusion, mais de vivre dedans, ben, ça m'amène la croyance que ce n'est pas une illusion, alors que la raison me montre que c'est une illusion. Du coup, il ne faut pas que je croie que je suis dans une illusion, il faut que je maintienne cette conscience, il faut que je sache que je me trouve dans une illusion, et il faut que je maintienne cette conscience et que je la cultive, tout simplement me rappelant le raisonnement
Parce que le problème, c'est que le raisonnement a beau me montrer que je suis dans une illusion, mais je vais continuer à vivre dans cette illusion, d'interagir avec des choses, avec des personnes dans cette illusion, et du coup, je vais de temps en temps, même si c'est quelques secondes, quelque part oublier que c'est une illusion. Et c'est là que je perds de la lucidité. Et du coup, c'est pour ça que je me rappelle quotidiennement le raisonnement. Alors justement, ben là, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais ouvrir une parenthèse où je vais partager le raisonnement, une nouvelle itération du raisonnement. Je l'ai enregistré là très tôt ce matin et c'est pas appris par cœur comme une récitation, je ne l'ai pas appris. C'est vrai que j'ai fait de nombreuses itérations et réitérations de ce raisonnement. Si on l'écoute, on pourra dire que c'est très souvent quasiment identique, mais c'est parce que, mais je ne sais pas que ce soit identique mot à mot. C'est l'enchaînement causal qui, ben, j'ai assimilé le raisonnement. Je n'ai pas appris comme une récitation, j'ai assimilé le raisonnement et comme je l'ai assimilé, je l'ai compris, ben je peux le répéter. Tu répètes quelque chose que tu as compris, c'est tout. Et c'est juste une déduction logique que je répète, voilà. Et le fait de la répéter sans avoir à l'appris par cœur, je peux la répéter parce que je l'ai compris, c'est tout. Et du coup, bon, je l'ai compris parce que j'en suis l'auteur, mais quelqu'un d'autre qui l'écoute, qui le lit et qui le comprend bien devrait pouvoir le répéter. Mais il faut le répéter en comprenant, hein. Si tu décides de l'apprendre, je veux bien, mais il faut le comprendre, sinon ça ne marchera pas. Du coup, voilà, j'ai encore enregistré ce matin symboliquement. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la fête du tout. Oui, c'est une autre célébration que je fête. J'ai pas donné trop d'informations dessus. Et bon, comme l'a dit mon disciple Danny Baroque, c'est tous les jours la fête du tout. Mais bon, symboliquement, il y a certains jours où je me consacre beaucoup plus à méditation sur le tout. Déjà, il y a les fameuses étapes ascensionnelles où je me consacre beaucoup plus. Et il y a d'autres moments de l'année où je m'y consacre également plus, mais sans me moucher. C'est ces moments que j'appelle la fête du tout. Mais voilà, mais il arrive que des fois, la fête du tout tombe le même jour qu'une étape ascensionnelle, hein, c'est exceptionnel. Du coup, ça fait des jours où il y a double investissement et où en plus je me mouche. Voilà, donc aujourd'hui c'est la fête du tout et ce matin j'ai enregistré symboliquement cette itération de mon raisonnement pour bien célébrer cette fête du tout. Et... Ah oui, je ne sais pas quelle heure il est là, il doit être au moins 10 heures, hein, ou peut-être 9 heures, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être 11 heures, je ne sais pas. En tout cas, 8 heures est bien passé, ça c'est sûr, il est peut-être 9 heures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis debout depuis 8 heures du matin, hier. Donc je suis un peu fatigué, je ne sais pas si ça se voit, mais ouais, j'ai pas pu dormir la nuit précédente. Mais ouais, et là j'ai gravi la montagne malgré tout. Ouais, ben, je fais mon ascension, hein, c'est comme ça, hein, quand tu fais ton ascension. Ouais, du coup, voilà, donc c'est la fête du tout et j'ai voulu enregistrer très tôt ce matin cette itération de mon raisonnement et je vais essayer de faire un montage et d'intégrer dans une vidéo le texte, voilà, entre parenthèses. Ah ben voilà, du coup, voilà, je vais ouvrir une parenthèse, voilà, là, où je vais insérer ce raisonnement. Moi, il y a des pensées en moi. Mais moi, je ne pense pas, car je ne décide pas des pensées qui s'imposent en moi. Ces pensées me traversent, je les ressens, je les exprime, mais je ne décide pas de ces pensées qui s'imposent en moi. Ces pensées que je ne choisis pas, ces pensées dont je ne suis pas l'auteur, ces pensées qui me traversent en me donnant conscience du concept de l'absolu, parce qu'elles émergent de l'absolu et parce que l'absolu est. L'absolu est. Il est l'être. L'absolu est immuable et autosuffisant. Il est la conscience absolue qui pense tout
qui pense le tout. La conscience absolue qui est l'être et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi. Moi, je ne pense pas et je ne suis pas. Car je n'existe qu'en tant que pensée de la conscience absolue. La conscience absolue qui est l'être et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi. La conscience absolue qui est l'être, la conscience absolue qui est nécessairement immuable et autosuffisante. La conscience absolue qui est l'être et qui pense l'existence. La conscience absolue qui est l'être et qui pense instantanément toute l'histoire de l'existence. La conscience absolue qui pense instantanément toute l'histoire cosmique. La conscience absolue qui pense tout, qui pense le tout. La conscience absolue qui est l'être et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi, et qui pense les pensées qui s'imposent en moi. Ces pensées que je ne choisis pas, ces pensées dont je ne suis pas l'auteur, ces pensées qui me traversent en me donnant conscience de l'absolu parce qu'elles sont pensées par la conscience absolue. La conscience absolue qui est l'être et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi et qui pense ma conscience. Ma conscience est lucide de l'illusion du réel. J'ai conscience de l'illusion du réel. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire cette expérience de rêve lucide, dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. Car, de même qu'en prenant conscience de mon rêve, je peux faire l'expérience de rêve lucide lors du sommeil paradoxal, de façon à pouvoir décider de mon expérience onirique. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire cette expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. La nuit, je me couche en décidant de mon rêve. Le matin, je me lève en décidant de mon rêve, dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. La nuit, je m'endors en décidant de mon rêve. Le matin, je me réveille en décidant de mon rêve.
J'ai conscience de l'illusion du réel. Je peux faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence. J'ai conscience de n'être qu'une illusion dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. J'ai conscience de cette illusion qu'est ma vie. J'ai conscience de cette illusion qu'est mon corps. J'ai conscience de cette illusion qu'est ma conscience. Ma conscience peut faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence. Ma conscience peut décider de sa sérénité. Je décide de jouir de la paix en moi, la sérénité dans mon esprit, l'harmonie en moi, mon harmonie corps-esprit, mon harmonie avec toute chose, mon harmonie avec tout, mon harmonie avec le tout. Je décide de provoquer l'alchimie en moi, l'alchimie dans ma vie, l'alchimie dans mon corps, l'alchimie dans mon esprit, l'alchimie dans mon corps, esprit, l'alchimie dans le cours de ma vie, l'alchimie dans mon existence, l'alchimie dans l'orientation de mon existence. Je décide de cette illusion qu'est ma vie, je décide de cette illusion qu'est mon corps, je décide de cette illusion qu'est mon esprit, je décide de cette illusion qu'est mon corps, esprit. Je décide du cours de ma vie. Je décide d'orienter ma vie selon ma volonté, dans ce rêve qui est l'existence. Je décide de vivre la vie de mes rêves, dans ce rêve qui est l'illusion du réel. Je décide de l'orientation de mon existence. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire cette expérience de rêve lucide dans ce rêve qui est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. La nuit, je me couche en décidant de mon rêve. Le matin, je me lève en décidant de mon rêve. Dans ce rêve qui est l'illusion du réel. La nuit, je m'endors en décidant de mon rêve. Le matin, je m'éveille en décidant de mon rêve. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qui est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. Et davantage je cultiverai ma lucidité, davantage je pourrai aller plus loin, toujours plus loin, n'ayant nulle autre limite que celle que je m'imposerai. De sorte qu'en cultivant toujours davantage ma lucidité, je pourrai toujours davantage poursuivre mon évolution sur la voie de l'ascension de mon moi. Awa. La nuit, je me couche en décidant de mon rêve. Le matin, je me lève
en décidant de mon rêve, dans ce rêve qui est l'illusion du réel. La nuit, je m'endors en décidant de mon rêve. Le matin, je m'éveille en décidant de mon rêve. Awa. J'ai conscience de l'illusion du réel. Je peux faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qui est l'existence. J'ai conscience de cette illusion qu'est ma vie. J'ai conscience de cette illusion qu'est mon corps. J'ai conscience de cette illusion qu'est mon esprit. J'ai conscience de cette illusion qu'est mon corps-esprit. Je décide de cette illusion qu'est ma vie. Je décide de cette illusion qu'est mon corps. Je décide de cette illusion qu'est mon esprit. Je décide de cette illusion qu'est mon corps-esprit. Je décide de jouir d'une santé optimale. Je décide de jouir d'un corps en bonne santé. Je décide de jouir d'une santé optimale, corps-esprit. Je décide de jouir d'une jeunesse éternelle. Je décide de vivre éternellement. Je décide de vivre éternellement en jouissant d'une jeunesse éternelle et d'une santé optimale, corps-esprit. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qui est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. La nuit, je me couche en décidant de mon rêve. Le matin, je me lève en décidant de mon rêve. Dans ce rêve qui est l'illusion du réel. La nuit, je m'endors en décidant de mon rêve. Le matin, je m'éveille en décidant de mon rêve. Awa. Voilà, donc maintenant je ferme la parenthèse. Et donc on a pu entendre ce raisonnement. Enfin, j'espère que je l'ai inséré, parce que ça dépend le temps que j'aurai pour rentrer chez moi. Voilà. Ouais, donc, puis selon les choses que j'aurai à faire. Voilà, et en tout cas, à mon avis, je vais le faire, je vais l'insérer. Voilà, du coup, voilà, ce raisonnement, pour moi, c'est comme un mantra. Les mantras, c'est dans un peu les cultes orientaux, mais bon, même si j'aime bien comparer sans forcément me reconnaître nécessairement dans tout là-dedans, et on n'a pas besoin de s'y reconnaître, mais voilà, quelque part, je me répète ce raisonnement comme un mantra. Il faut bien le comprendre, et le but, c'est de gagner toujours en lucidité en comprenant bien le raisonnement. Du coup, ce qui t'amène à toujours mieux comprendre la vérité et toujours être plus lucide pour pouvoir en faire toujours davantage dans ta maîtrise de l'illusion du réel. Voilà, c'est pas du bourrage de crâne, c'est pour échapper au forcing de notre environnement, de la société, de tout ce qui nous sollicite, qui nous amène à croire que l'on est dans quelque chose dans un environnement réel, alors qu'on est dans l'illusion du réel, et à croire que l'absolu n'est pas réel, alors que c'est lui la seule réalité. Voilà, et l'absolu c'est le tout, et voilà, voilà, et c'est vrai que oui, il y a aussi ça que j'aime bien appeler la force du tout, cette force que je tire, cette puissance que je tire de cet absolu qui est le tout, pour pouvoir agir sur mon environnement. On n'est pas obligé de l'appeler comme ça, c'est un peu par humour, pour
en tant que fan de Star Wars. Mais en même temps, ça a un peu un sens, puisque je tire une puissance du tout grâce à ma lucidité. Du coup, pourquoi ne pas l'appeler la force du tout? Et ça m'a été soufflé par mon disciple Danny Varrock. Alors oui, j'ai peut-être que je vais ouvrir, j'ai un petit truc, j'ai enregistré une précédente vidéo où j'expliquais mieux, il me semble, si je me sens, je vais insérer ça aussi. Du coup, voilà, j'ouvrirai éventuellement ici une parenthèse pour expliquer mieux pour la force du tout. Le terme force du tout est un écho, est un clin d'œil affectueux à une grande passion qui est la mienne. Parce qu'à la base, j'ai développé ma théorie du tout il y a vraiment longtemps, hein, mais je n'avais pas de suite imaginé, conçu que l'on pouvait en tirer une puissance de ce tout que j'avais mis en évidence dans ma théorie. Et quand j'ai développé cette capacité, que j'ai mis en évidence dans ma théorie que l'on pouvait développer cette capacité, quand j'ai commencé à développer mes réflexions sur le fait que je pouvais faire ça, je n'ai pas nommé ça la force du tout, hein, en fait, en réalité. Ce qui est dingue, c'est que c'est mon disciple Danny Varrock qui a eu l'idée d'appeler ça la force du tout. Et cette idée m'a beaucoup plu, et sachant que, en raison de cette passion particulièrement importante chez moi en tant que nerd, ben forcément, je ne pouvais qu'accepter la proposition de mon ami Danny. Et du coup, voilà, cette puissance que je tire du tout grâce à mes méditations, j'ai décidé de l'appeler la force du tout. J'ai donc d'abord développé ma théorie du tout. Initialement, dans ma théorie du tout, on n'en tirait aucune puissance personnelle. Mais au fur et à mesure de continuer à philosopher, cette puissance a été mise en évidence comme une potentialité que l'on peut tirer du tout. Et puis au bout du compte, mon ami Danny Varrock m'a proposé d'appeler cette puissance la force du tout. Du coup, je tire du tout cette puissance que j'appelle la force du tout. Et voilà d'où vient le terme force du tout, qui est un petit clin d'œil humoristique et affectueux à une grande passion qui est la mienne. Et comme me l'a fait remarquer mon disciple Danny Varrock au sujet de la force du tout, je n'ai pas été le premier à en parler parce que y a une célèbre chanteuse, Lara Fabian, qui en a parlé dans sa chanson Tout. Parce que Lara Fabian, dans sa chanson Tout, elle nous dit comme ça, tout, je n'ai plus la force du tout. Oui, donc on peut constater que ainsi Lara Fabian nous partage qu'avant elle avait la force du tout, mais aujourd'hui elle ne l'a plus. Et comme me l'a dit Danny Varrock, il convient de se demander pourquoi Lara Fabian n'a plus la force du tout. Et du coup, voilà, ben, la parenthèse, je la ferme à présent, maintenant qu'on a a priori vu cette petite vidéo où j'explique davantage de choses sur la force du tout. Voilà, du coup, ouais, ben, voilà, du coup, en fait, je me répète le raisonnement qu'on a pu voir tout à l'heure, comme un mantra, pour justement gagner en lucidité, arrêter d'être endoctriné par l'environnement qui veut me faire croire qu'on n'est pas dans l'illusion du réel, qu'on est dans une réalité, pour justement rester lucide de l'illusion du réel, pour justement même en devenir toujours davantage et pouvoir se concentrer pour obtenir ce que je veux et aller toujours plus loin sur le chemin de mon ascension. Et du coup là pour symboliser donc cette étape ascensionnelle du 15 août et ben en fait
ouais, pour cette étape ascensionnelle, ben, je devrais me moucher à la fin de la vidéo, ben, sauf qu'en réalité, ben, là on n'est pas le 15 août, du coup je ne peux pas me moucher. J'ai voulu gagner du temps en tournant tout ça avant, et je vais remonter le 15 août pour faire la dernière scène, et a priori si je me sens, je fais le raccord, mais ça risque d'être un peu, selon quoi si je trouve que c'est dur, je poste tout ça avec à suivre, et enfin, Chris Léo, ça serait intitulé Chris Léo, mon ascension, première partie. Et plus tard dans la journée, il y aurait Chris Léo, mon ascension, deuxième partie, peut-être comme ça, où il y aura juste le petit raccord où je me mouche. Voilà, comme ça je gagnerai du temps parce que c'est un peu dur de faire le truc. Mais après, si je finis le montage, après avoir tout préparé en rajoutant le mouchage, ça peut être mieux, mais ça peut prendre plus de temps parce qu'il y a le chargement sur YouTube et si la vidéo est longue, elle mettra longtemps à charger. Par contre, ouais, ben, pour mon anniversaire, je ne peux pas déballer maintenant, il faut aussi déballer le 15 août, mais là par contre, mais au moins j'aurais pas à expliquer le discours, pourquoi je dis que c'est mon anniversaire, mais là ça va faire une vidéo un peu longue, parce que je vais découvrir les cadeaux, tout ça. Il y aura donc deux vidéos, hein. Il y aura la vidéo Chris Léo, mon anniversaire, où je vais déballer ce cadeau, sans explication sur le fait que c'est mon anniversaire, et pourquoi je fais ça, ben, il faudra voir cette vidéo-là pour savoir, qui sera postée le 15 août, suivi de la vidéo, de la deuxième partie de cette vidéo là sur mon ascension et suivi de la vidéo sur mon anniversaire. Voilà, ceci dit, le 15 août ça sera effectivement la fête du tout et c'est la première fois que je fais attention que la fête du tout que je fais depuis un moment à des dates que j'ai des raisons de le faire. C'est la première fois que je remarque que ça tombe en même temps qu'une de mes dates d'étape ascensionnelle où je me mouche. Alors j'ai peut-être pas remarqué précédemment, mais aujourd'hui ça l'est aussi. Du coup, symboliquement, c'est bien que j'ai enregistré mon itération du raisonnement aujourd'hui. Mais par contre, je ne peux pas me moucher parce qu'on n'est pas en étape ascensionnelle. Voilà, donc je reviendrai le 15 août pour l'ascension. Ouais, ben, cette vidéo, tu la verras le 15 août, hein, et je mettrai la suite après dans la journée, avec qui me prend, comme ça me prendra moins de temps pour le montage et le postage. Quoi à eux? Quoi à eux? À plus! Quoi à eux? Quoi à eux? Ah lol le gol mastic toon. Ah lol le gol mastic toon. La ouniev bola noxade, la ouniev bola. Ah lol le gol mastic toon. Ah lol le gol mastic toon. La ouniev bola noxade, la ouniev bola. Ah lol gol mastic toon. Ah lol gol mastic toon. La bolade la bolan. Ah lol gol mastic toon. Ah lol gol mastic toon. La ouniev bolan noxade, la ouniev bolan. Ah lol gol mastic toon. Ah lol gol mastic toon. La ouniev bolan noxade, la ouniev bolan.